Le Consulat général de France au Québec est heureux d'être partenaire des rencontres internationales du documentaire de Montréal. C'est la 23e édition de ce magnifique festival qui donne l'occasion de découvrir des documentaires du monde entier. Je souhaite, comme consul général, à tous les participants et aux organisateurs de belles rencontres. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 23e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie pour une table ronde consacrée à la diversité de la production francophone. Cette activité est présentée avec le soutien du Consulat général de France à Québec. Je m'appelle Yannick Letourneau, je serai modérateur de cet échange. Pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas plutôt, je suis producteur et président de Périphéria, une entreprise de production cinématographique que j'ai cofondée il y a 20 ans. La plupart de nos films de ces 10 dernières années ont été majoritairement des coproductions internationales, ce qui nous permet de produire au Québec des œuvres originales que nous aurions de la difficulté à produire autrement. En documentaire, il y a eu récemment des films comme Gulistan, Terre de Rose de Zané Achiol et Rouge-Gorge de Marie-Pascale Dubé. Et en fiction, des longs-métrages comme X500 de Juan Andrés Arango, une coproduction avec la Colombie et le Mexique, et La Nuit des Rois de Philippe Lacôte, première coproduction entre le Canada et la Côte d'Ivoire avec la France et le Sénégal, qui va représenter la Côte d'Ivoire dans la course aux Oscars, et on en est très fiers. Pour ceux qui aimeraient découvrir ce film dont je suis pour découvrir La Nuit des Rois, il sera projeté en première québécoise en préouverture du festival Cinémania à Montréal le 4 novembre prochain. Donc, je vous invite à le regarder. Je suis maintenant heureux d'introduire nos panélistes invités, Amandine Gay, Myriam Charles et Hicham Falla. Bonjour à vous. J'aimerais que vous preniez chacun un court instant pour vous présenter, en commençant par Amandine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce panel. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je m'appelle Amandine Gay, je suis réalisatrice de documentaires. Peut-être que dans quelques temps, je vais passer aussi à la fiction. Je suis aussi auteur, donc là je travaille sur mon premier essai autobiographique et pour l'instant j'ai uniquement participé à des ouvrages collectifs, donc un autour de l'écologie qui s'appelait ce que nous devons à la ZAD, Mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD. Un recueil de textes de personnes adoptées en anglais qui s'appelle donc Black Anthology Adult Adoptees Reclaim the Narrative. Et puis j'ai aussi rédigé la préface de la première traduction française de Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Et donc mes centres d'intérêt sont le cinéma, l'afroféminisme et la justice reproductive. Et donc mon deuxième documentaire est désormais terminé.
Il s'appelle Une histoire à soi et c'est un film d'archives sur l'adoption internationale, donc le portrait de 5 personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes. Et mon premier, pour lequel j'avais eu la joie et la chance de recevoir le prix du public au RIDM en 2017, s'appelle Ouvrir la voie. Et c'est un film d'entretien, comme un film de tête parlante, qui donne la parole à 24 femmes françaises et belges noires qui voilà, parlent de leur vie. Et donc, je vous propose qu'on regarde tout de suite le trailer. Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... J'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir, mais bon. Si t'es noir, tu dois en faire 2 fois plus. Je voulais avoir les cheveux qui volaient au vent. Un film avec que des noirs, c'est du communautarisme, alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film. Mais vous venez d'où? Être solide et être debout, ça ne veut pas dire être insensible et être déshumanisé. On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement. Amandine, j'aimerais savoir ton nouveau film, j'oublie le titre, pardon, va être disponible quand? Quand est-ce qu'on pourra le voir? Alors, Une histoire à soi va sortir au premier trimestre 2021 en France. Mais comme nous sommes dans le processus, nous avons donc postulé à Sundance, à la Berlinale et à Rotterdam. On espère qu'on sera pris dans un des 3. Et donc, la réponse à ces festivals va déterminer la date de sortie en salle en France. Merci beaucoup. Myriam? Bonjour à vous, mon nom est Myriam Charles. Je suis réalisatrice principalement de courts-métrages expérimentaux, de documentaires et de fiction. Et présentement, je suis à Sainte-Lucie pour le tournage de mon premier long-métrage documentaire. Les sujets que je traite, c'est essentiellement les effets du colonialisme présentement dans le monde d'aujourd'hui. Puis, je vous invite à regarder un extrait de mon court-métrage qui s'appelle « 3 Atlas ». Toilette, chambre principale, salle Cap-Vivre, couloir. Es besteht kein Grund dafür. Ich nehme alles auf. Parfois, des chita à table, on te pratiqué, j'en ai mangé qui ont souri, qui j'en qui peut-être moins en haut dans le ciel, qui j'en qu'à suspendre penser sous sang, dans ma boîte soupe là qui était préparée pour moi. Sie wurde nicht für Sie zubereitet. Merci Myriam. Hicham, à toi. Oui, bonjour, Hicham Falla. Je suis de formation chef opérateur, directeur de la photo. Et puis après, j'ai fait de la réalisation de courts-métrages de fiction et de documentaires pour la télévision. Et depuis une dizaine d'années, je suis responsable de plusieurs festivals au Maroc, principalement le Festival de films de femmes de Salé, au nord de Rabat, de fiction et maintenant aussi de documentaires. Et je consacre l'essentiel de mon temps au FIDADOC, le Festival international de films documentaires à Agadir, qui existe depuis 2008 et qui a développé au fil des années en fait, plusieurs programmes de formation et d'accompagnement pour des auteurs marocains, maghrébins et d'Afrique de l'Ouest. La ruche documentaire pour les jeunes étudiants marocains, une résidence d'écriture panafricaine qui accueille depuis 2012 des auteurs de différents pays africains. Un programme qui s'appelle Produire au Sud Agadir, qu'on fait avec le Festival des 3 continents de Nantes, là, qui est destiné à des binômes auteurs et producteurs de documentaires là, du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Et en parallèle aussi, on a développé en fait 2 autres programmes. Un qui s'appelle Sisters in Film, MENA, qui était dédié à des jeunes réalisatrices du monde arabe, avec objectif d'encourager, de favoriser la création d'un collectif des femmes réalisatrices de cette région et qui a été lancé ce dimanche au Festival El Gouna en Égypte. Et Sentou, qui est un programme vraiment original qui a été lancé l'année dernière en fait à l'initiative de la directrice du Centre du cinéma tunisien il y a 2 ans,
qui était avec l'idée de faire un programme d'aide au développement de films. Alors là, c'est de la fiction et du documentaire, et qui soit d'abord soutenu et accompagné par les centres du cinéma africains. Donc, la première édition, c'était avec 7 pays, avec 6 pays, et cette seconde édition qu'on est en train de mettre en place avec 7 pays, et avec l'objectif justement de pousser les centres du cinéma des pays africains à investir sur l'étape du développement, qui est une étape qui est souvent, voilà, qui n'existe pas dans les fonds nationaux quand fonds national il y a. Donc voilà, l'idée, c'est de faire travailler ces différents pays, d'encourager les coproductions, les collaborations sud-sud, en particulier entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Merci, Hicham. On va avoir l'occasion de revenir sur ce programme, notamment. Donc, on va débuter cette table ronde en abordant dans cette première partie les questions reliées à l'industrie. Nous aborderons par la suite les questions reliées à votre pratique artistique. Ça, c'est pour Amandine et Myriam. Ces questions vont certainement se croiser tout au long de cet échange parce que c'est des questions qui sont complémentaires, donc pratique et financement. Cette table ronde est avant tout un échange, donc n'hésitez pas à intervenir si vous voulez réagir. Vous pouvez lever la main ou me faire signe. Amandine et Myriam, vous êtes toutes deux réalisatrices et vos pratiques sont très différentes. Comment se sont déroulées vos expériences de financement, de production et de diffusion de vos œuvres jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a une volontaire? Vas-y, Myriam. Je vais commencer. Moi, j'ai quand même un parcours qui est atypique dans la mesure où j'ai commencé dans ma carrière, en fait, comme directrice photo et productrice. Donc, je produisais des films et je faisais la photo. Donc, quand je suis passée à la réalisation, j'ai produit mes propres films. Puis, j'étais un peu connue pour produire des films sans budget, dans la mesure où je faisais les demandes au CALC, à la SEDEC, au Conseil des arts et des lettres du Canada, mais j'étais refusée parce que c'était les premières demandes, puis je n'étais pas encore habituée à les faire par moi-même, pour moi-même, en fait. Puis j'étais refusée, mais je savais comment produire sans budget. Donc, mes 5 premiers courts-métrages, je les ai produits par moi-même, avec l'aide de mes parents. Ma mère venait cuisiner des petits trucs, mon père conduisait le matériel, il venait m'aider comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, mes films ont voyagé en festival. J'avais un distributeur qui a été assez généreux de prendre mes premiers films que j'ai faits avec 500-600 $, pas beaucoup d'argent. Puis, les films ont voyagé, ils ont fait des bons festivals. Puis, je pense que ça m'a aidé à prendre confiance aussi en moi-même en tant que créatrice. Puis là, j'ai fait d'autres demandes au conseil, à la SEDEC. Puis là, c'est récemment que je commence à avoir du financement pour mes projets et je suis très contente. Donc, c'est ça, j'ai commencé par moi-même. J'ai été assez chanceuse d'avoir eu des bons festivals. Puis ensuite, ça déboule les festivals. C'est des belles cartes de visite ensuite par la suite parce qu'on rencontre des gens, on se fait des contacts. Puis, c'est un peu comme ça que ma carrière a débuté comme réalisatrice. Et tes expériences de financement, en fait, non, j'aimerais l'axer plus sur la diffusion. Est-ce que tes films ont circulé? Est-ce que tes films ont été vus? Comment ça a été accueilli? Comment ça s'est passé pour toi? Je dirais qu'ils ont circulé en festival. Ça reste quand même des films qui ne sont pas très narratifs et des courts-métrages. Donc, la vie d'un court-métrage se passe surtout en festival et en ligne. En salle, c'est très rare là, que les courts-métrages sortent en salle. Il y a des programmes spéciaux, mais ce n'est pas comme le long-métrage. Donc, je peux dire que mes films ont été diffusés, mais généralement, les festivals québécois et à l'international. Donc, Et toi, Amandine? Je dirais que comme Myriam, j'ai commencé avec l'autoproduction et je pense que, alors, bon, c'est un parcours qui est intéressant, ça permet d'apprendre plein de choses, mais je pense aussi que vu qu'on est aussi là pour discuter justement industrie, ça dit quelque chose de nos industries respectives. Moi, je suis basée en France et très souvent, quand on est des personnes non blanches en France, et je pense à plusieurs autres cinéastes noirs, par exemple, Jim Carrena, Rachid Jaidani. Bon, Rachid, il est comme moi, il est moitié maghreb, moitié noir, quoi.
en tout cas moi de la Caraïbe et lui d'Afrique subsaharienne. Mais du coup, il se passe quand même souvent cette chose que nos premiers projets sont des projets autoproduits et même ce qu'on appelle, ce qui est appelé dans l'industrie en France des films pirates ou sauvages, ce qui est d'autant plus, on va dire, ironique quand ils sont faits par des Noirs ou des Arabes. Et donc, je pense que ça dit quelque chose aussi de l'industrie qui est problématique parce que certaines d'entre nous sont dans les bonnes conditions matérielles et ou sociales. Donc voilà, ça demande d'avoir le capital économique, le capital culturel et le capital social pour pouvoir faire ce genre de film. Moi, j'ai souvent dit que j'aurais pas pu faire Ouvrir la voie si j'étais pas en couple avec un homme blanc qui avait des moyens, puisque moi, j'avais pas l'argent pour autoproduire un long métrage documentaire. Ça n'aurait pas été possible. Donc, et surtout, ce qui n'aurait pas été possible, ça aurait été de monter la boîte de production par la suite et de la changer pour une boîte de production et distribution, puisque dans notre cas, c'est nous qui avons sorti en salle nous-mêmes Ouvrir la voie. Et donc là, c'est aussi là où je dis souvent que pour moi, il y aura une vraie avancée dans l'industrie quand une jeune femme noire issue de quartier populaire ou en tout cas d'un milieu modeste pourra faire un film en étant accompagnée par l'industrie et pas parce qu'elle est un espèce de bulldozer ou de comète qui passe une fois tous les 30 ans. Par exemple, quand on regarde en France le nombre de femmes noires qui ont eu des films en sortie nationale, je ne suis même pas sûre qu'on soit une demi-douzaine sur les 50 dernières années. Et ça aussi, c'est une vraie barrière. La sortie nationale pour un long métrage, qu'il soit documentaire ou de fiction, c'est aussi ce qui vous fait être vraiment partie intégrante de l'industrie ou pas, en particulier pour avoir des budgets plus élevés pour les prochains films. Et ne serait-ce qu'avoir ces compétences-là. Quand je dis capital culturel, capital social, moi, j'avais travaillé comme comédienne, aussi un peu comme scénariste. C'est vrai que moi, je viens d'abord de la performance et puis de la fiction. Et d'une certaine façon, le documentaire, c'est ce que je pensais que j'avais les moyens de faire à la maison et qu'on a pu faire à deux. Ouvrir la voie, on l'a fait à deux jusqu'à la fin du montage. Et ensuite, on a fait un crowdfunding pour avoir l'argent pour la post-production. Mais voilà, il faut savoir qu'en France, ce ne sont pas les cinéastes qui signent avec les boîtes de distribution, mais ce sont les producteurs. Donc, d'entrée de jeu, quand on a décidé qu'on allait emmener le film en salle, on s'est dit on va monter une boîte de production. Ça, il faut avoir l'information. Il faut être capable de comprendre ce qui est écrit sur le site internet du CNC, donc le Centre national de la cinématographie, etc. Et en France, on a une autre barrière à l'entrée dans l'industrie du cinéma, qui est que pour avoir un film qui reçoit l'agrément de production du Centre national de la cinématographie, il faut que le film ait été produit par une boîte de production qui a 45 000 € de capital social. Nous, quand on a monté Bras de Fer Production, on a monté une boîte avec 1 000 € de capital social, qui était ce qu'on avait à ce moment-là à mettre pour monter la boîte. Et donc, ça veut dire que quand le film est sorti en salle en France, il n'a pas été éligible au système de soutien du cinéma d'auteur français qui s'appelle le fonds de soutien automatique, parce que pour obtenir le fonds de soutien automatique et donc l'argent qui va vous permettre de faire le film suivant, il faut être une boîte de production avec 45 000 € de capital social. Par contre, les règles qui s'appliquent à tous les films qui sortent en salle de cinéma en France, c'est-à-dire qu'on prélève sur chaque ticket de cinéma la taxe sur l'audiovisuel, donc 10,62% de tous les tickets de cinéma sont prélevés par le Centre national de la cinématographie, et c'est cette manne d'argent principalement qui permet ensuite de financer le cinéma d'auteur. Cet argent-là a été prélevé sur Ouvrir la voie. Donc typiquement, quand on appartient aux marges en France, on peut faire un film autoproduit, on peut faire rentrer de l'argent dans l'institution, dans les caisses d'institution, mais on ne peut pas récupérer cet argent. Donc, si moi, je n'avais pas eu un film qui avait assez marché en salle pour attirer un vrai producteur, entre guillemets, donc une histoire à soi, c'est une coproduction entre Bras de Fer Production et CG Cinéma. Donc, CG Cinéma étant la boîte de Charles Gilibert, qui fait principalement de la fiction et qui est un producteur très installé en France. Si Ouvrir la voie n'avait pas assez fonctionné en salle, on aurait juste siphonné 45 000 € de notre argent familial avec mon conjoint. Et je n'étais pas certain que je puisse continuer par la suite parce qu'on a pu le faire une fois, mais je ne pouvais pas le refaire. D'ailleurs, ni physiquement ni mentalement. Distribuer un film soi-même, ça veut dire aller sur le site internet de l'Association des exploitants de cinéma français, leur envoyer, faire un spamming de tous ces cinémas indépendants, les appeler jusqu'à ce qu'on ait eu 10 salles pour la sortie nationale. Donc ça aussi, c'est des compétences que tout le monde n'a pas. Donc je dirais que je trouve vraiment l'autoproduction, je trouve ça génial, mais je trouve que le fait que là, les deux femmes noires cinéastes à qui on demande comment elles ont commencé, le fait qu'elles aient commencé avec leur propre argent, et ça dit quelque chose aussi de nos industries. Merci pour ce témoignage.
Ces dernières années, il y a des mesures, des initiatives qui ont été mises en place pour soutenir les personnes racisées, donc les personnes non blanches. J'ai personnellement l'impression que ces mesures sont souvent cosmétiques. On donne des miettes aux créateurs pour les tenir occupés, mais au fond, rien ne change. Les canaux de diffusion permettant de rejoindre un plus large public sont rarement accessibles à ces créateurs et à ces œuvres. Les œuvres soutenues par ces fonds sont souvent reléguées à des canaux de diffusion plus confidentiels, plus spécialisés. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce qu'elles portent fruit? Qu'est-ce qui doit changer? Selon vous? Quelqu'un veut réagir? Myriam? Qui veut commencer? Je peux parler un peu. Mais... Oui. Ah oui, je peux commencer. Que dire là-dessus? Je pense que ces mesures-là sont remplies de bonnes intentions, mais je ne sais pas s'ils ont été pensés avec des personnes racisées, dans la mesure où certains programmes ont tellement de barrières à l'entrée qu'il y a tellement peu de personnes qui peuvent appliquer. Puis ensuite, je me demande à qui ça sert, en fait. Si je peux prendre l'exemple du programme qui a été lancé par Téléfilm Canada récemment. Lequel? C'était pour les créateurs racisés, en fait, en développement, qui est un bon programme sur papier, mais qui... La création du bureau pour les personnes noires, pour les créateurs noirs? Non, c'est une bourse de développement pour les créateurs racisés. Il faut que la boîte de production soit... le propriétaire soit une personne racisée et qu'il ait produit un long métrage de fiction qui soit sorti en salle durant les 5 dernières années. Donc, au Québec, on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent appliquer. En fait, il n'y en a presque pas. Donc, moi, je me demande... Ça me donne ma main. C'est ça. Qui peut... Puis ça bloque aussi beaucoup de créateurs qui ne peuvent pas avoir accès à cet argent-là. Donc, je me demande comment c'est réfléchi, en fait, ce type de programme. Amandine, est-ce que tu voudrais réagir? Ça me fait penser, l'exemple que donne Myriam, ça me fait penser à une autre chose aussi qui s'est passée en France. Donc moi, je suis membre du collectif 50-50 pour 2020, qui est le collectif pour la promotion de l'égalité femmes-hommes dans l'industrie du cinéma français. Et on avait, l'an dernier, une de nos tâches, c'est qu'on voulait créer un annuaire des professionnels, alors racisés. Bon, dans le contexte français, c'est très compliqué, donc c'est devenu un annuaire des professionnels du cinéma, parce qu'on voulait pas, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un consensus sur le fait de dire que c'était un annuaire que pour qu'on puisse. En général, ce qui se passe beaucoup en France, c'est que quand on dit oui, ce serait bien que vos équipes techniques soient plus mixtes, racialement, etc., on vous répond, mais on ne sait pas où trouver les gens. Et du coup, moi, j'en avais vraiment assez qu'on nous réponde ça, et je disais, faisons un annuaire. Comme ça, la prochaine fois qu'on nous dira « je ne sais pas où trouver des personnes », c'est un annuaire autodéclaratif, on ne force pas les gens à s'identifier. Mais si vous êtes, je ne sais pas moi, une mixeuse asiatique, eh ben, vous pouvez vous mettre dans l'annuaire, vous pouvez dire à quel groupe vous appartenez. Et donc, si quelqu'un veut faire travailler des femmes racisées à des postes techniques, on peut vous trouver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà du fait qu'on n'ait pas réussi à communiquer sur le fait que c'est un annuaire pour favoriser l'emploi des personnes racisées, ont été mis en place des critères, des barrières à l'entrée, en fait, comme l'a dit Myriam. C'est-à-dire que pour pouvoir s'inscrire, il fallait être un technicien ou une réalisatrice racisée qui avait à son actif 2 films qui étaient soit sortis en salle, soit qui avaient fait un certain nombre de festivals de catégorie A. Et donc, moi, en tant que membre du collectif, puisque je n'avais à mon actif qu'un seul documentaire sorti en salle, moi-même, je ne peux pas rentrer dans l'annuaire que j'ai contribué à créer. Bon, j'étais bien entendu pas d'accord sur les barrières à l'entrée qui ont été choisies pour cet annuaire. Et donc, je pense qu'effectivement, ce point-là, il est essentiel. Quand on parle de faire rentrer des personnes dans l'industrie, etc., si ce n'est pas pensé en amont avec ces personnes-là, et qu'on recrée des barrières à l'entrée qui sont celles qui sont déjà en place, quand je disais, voilà, les 45 000 €, mais qui en France peut d'entrée de jeu montrer une boîte de production avec 45 000 €? Ça, c'est une barrière à l'entrée. Et donc, je pense que voilà, il y a vraiment tout un travail à faire et aussi qu'il ne doit pas être un travail gratuit.
Parce que ce qui se passe souvent aussi, c'est que quand après on veut monter des initiatives, quand on sollicite les personnes racisées ou n'importe quelle autre minorité pour leur expertise, ces personnes-là ne sont pas rémunérées, alors qu'elles sont déjà les plus précaires. Donc, si on contribue à monter des projets, des programmes, etc., des bourses, ça doit aussi être considéré comme un travail et pas juste comme un engagement militant, parce que sinon, on se retrouve à toujours plus précariser celles et ceux qui sont encore plus précaires. Et c'est intéressant. Moi, ça me fait réfléchir. Et Myriam, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, parfois, puis de l'extérieur, mais aussi comme quelqu'un qui collabore avec des personnes non blanches, j'ai l'impression qu'il y a le système, hein, le statu quo, et que pour justement taire ou en tout cas se donner bonne conscience, on crée des fonds comme ça pour des créateurs noirs et ça fonctionne un petit peu en circuit fermé. Donc, on ne voit pas ces œuvres-là diffusées sur nos écrans de télévision, dans les salles de cinéma. C'est comme si toutes ces œuvres étaient reléguées à des petits festivals plus obscurs, plus discrets, tout ça, ou des festivals plus ethniques, genre Festival du film Black de Montréal. Et que malheureusement, ces œuvres-là restent dans cet univers-là, puis sont très peu vues par des personnes non blanches comme moi, très peu accessibles. Et que tout ça ne favorise pas la professionnalisation, le développement des auteurs, la diffusion des œuvres à de plus larges segments de la population. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Peut-être Hicham, non? On fait que parler. Moi, pas entendu. Tu m'as pas entendu? Ah non, je veux dire, peut-être Hicham veut s'exprimer là-dessus. Pas forcément directement là-dessus, mais je ne sais pas si on parle de la francophonie. Je parlais de l'espace québécois, canadien en particulier, parce que c'est ce que je connais, mais tu peux parler de la réalité française. C'est-à-dire que, non, ce que je veux dire, c'est ce dont vous avez parlé avant, les exemples dont vous avez parlé. Moi, je travaille sur le Maghreb et sur l'Afrique de l'Ouest. Et d'autre part, c'est vrai, j'ai eu l'expérience pendant un certain nombre d'années en France, travailler dans certains collectifs, des associations d'auteurs comme la SRF, comme la CID, et où il y a une quinzaine d'années, effectivement, il y a toute une génération de cinéastes en créant des collectifs, en montant des ateliers, etc., qui ont permis à ce qu'aujourd'hui, ces dispositifs, cette visibilité pour les minorités soit plus importante. C'est aussi le travail de toute cette génération de cinéastes, de jeunes professionnels, j'allais dire, qui ont mis les mains dans le cambouis et qui, à 10-15 ans, voilà, sont débrouillés. Alors, eux, vraiment, absolument sans aucune aide. Et je me souviens avoir fait des réunions au CNC pour les aides au court-métrage, pour un certain nombre de choses, où justement, on pointait déjà ce manque de diversité dans le soutien qu'il y avait à l'avance sur recette, au court-métrage, au premier film, ça. Et à chaque fois, effectivement, on s'est battu. Mais tout ça, c'est le fruit quand même d'un combat depuis 10-15 ans de différentes générations de professionnels qui, chacun où il est, voilà, où il était, où il est, à essayer de faire avancer les mentalités, de pointer les choses. Après, oui, non, ce que je voulais, c'est vrai que c'est que la très grande majorité des jeunes, que ce soit pour le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest que je connais, sont à 10 000 kilomètres des questions dont vous êtes en train de discuter. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut retrouver, c'est effectivement que quand il y a une industrie, il y a certains pays où il en existe une, il y a toujours ces barrières, les gens qui sont à l'intérieur de la forteresse, et évidemment qui n'invitent pas les jeunes, les gens venant de milieux modestes, etc., en leur disant welcome, en leur ouvrant la porte et venez croquer au gâteau, etc. C'est évidemment quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays, dans tous les pays où il y a déjà une industrie ou un embryon d'industrie, et puis après, il y a plein de pays où il n'y a strictement rien du tout. Et voilà, donc après, je ne sais pas exactement comment vous voulez mener le débat, mais il y a des ressorts, des mécanismes, forcément des puissants, des gens qui sont à l'intérieur du système,
qui font tout pour maintenir le système et ne pas ouvrir ou de à chaque fois trouver une manière, à chaque fois qu'il y a une porte un petit peu qui s'ouvre, de trouver un mécanisme pour bloquer. Chez nous, au Maroc, c'est la carte professionnelle. Si ce n'est pas le capital de la société, on met des cartes professionnelles. Si ce n'est pas les cartes professionnelles, c'est le nombre de courts-métrages pour pouvoir faire un long-métrage. Enfin, forcément, tous les systèmes essaient les gens qui sont à l'intérieur de système essaient de se protéger des nouveaux arrivants et ont rarement voilà, une porte d'entrée pour les plus jeunes. Et comme je dis, voilà, que ça soit aussi pour les réalisatrices, pour des jeunes de milieu modeste, pour des gens ou qui ne sont pas de la ville-centre aussi, qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays aussi. Voilà, au Maroc, c'est Casablanca, Rabat, et puis ceux qui sont en dehors des grands axes, pour eux, où il n'y a pas de formation, pas d'accès au film, ou de pouvoir rencontrer des professionnels qui vont être un petit peu leur guide, les aider, un petit peu leur donner un peu les règles du jeu. Je crois que c'est surtout ça, c'est que, et aussi quand même l'évolution, enfin la grande modification par rapport à il y a 10-15 ans dont je parlais, où quand même des jeunes créateurs avaient essayé de pousser la porte, etc. C'est vrai qu'aussi aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via un certain nombre d'outils, il y a aussi la manière de communiquer et de donner de la visibilité à sa création, même si on ne veut pas de toi, même si le système ne veut pas de toi, tu as aussi d'autres manières de pouvoir gagner une visibilité, et le système se rend compte que il y a d'autres manières. Il y a des films au Maroc, le plus gros succès du box-office l'année dernière, c'est des YouTubers. Alors, tous les gens du centre du cinéma, les distributeurs, les exploitants, ils sont tombés de leur chaise quand ils ont vu que le seul film qui a dépassé les 200, les 300, les 400 000 spectateurs dans notre pays, c'est un truc que faisaient des jeunes dans leur coin, qui cartonnaient en nombre de vues. Ils ont fait leur film dans leur coin, ils l'ont proposé. Dès que ça a été mis dans les salles, tous les jeunes voulaient voir ce film. Les exploitants, ils ne savaient même pas que ce film existait. On a plus que 50, 60 écrans dans notre pays. Et les 60 écrans avant la fermeture du lockout, du truc, quasiment toutes les salles ne passaient que ce film-là parce que les jeunes voulaient voir ce film qui n'a pas reçu un seul centime de personne. Ce qui était impensable il y a 10 ans. Mais j'ai l'impression souvent que, puis ça, c'est une expérience vécue, c'est-à-dire que je produis des films africains réalisés par des gens de la diversité, puis dès que je présente ces projets-là, que ce soit un auteur noir ou latino, arabe, tout de suite, le préjugé, c'est que ça va être un film communautaire qui va ne parler qu'à un certain segment de la population, ce qui est complètement faux. Par exemple, quand on regarde le film d'Amandine, bien que ce soit des paroles de femmes noires, je pense que c'est un film accessible qui serait super intéressant de diffuser dans les écoles, qui pourrait avoir, surtout à une ère où on a encore des débats sur le mot, en tout cas du moins au Québec, sur le mot en haine. Pour moi, ce sont des œuvres qui sont accessibles, qui méritent d'être vues et entendues par la population blanche et la population au sens large du terme. Je veux bien rajouter quelque chose là-dessus, Yannick, oui, absolument. Si ça te va, et qui est aussi en lien avec ce qu'a dit Hicham. Je pense qu'il y a effectivement deux axes qui sont utilisés pour marginaliser les créations d'auteurs racisés, autochtones, etc. Le premier axe, c'est effectivement c'est l'argument selon lequel ces films ne seraient pas universels. Et donc moi, beaucoup, ce qu'on m'a opposé quand je cherchais une distribution pour ouvrir la voie, on me disait c'est un film de niche, etc. Et même si on a cette logique-là, non, même si on n'a pas de statistiques ethniques en France, mais on estime qu'il y a entre 2 et 5 millions de Noirs en France. Mettons que 2 et 8, donc mettons qu'il y en a 5 millions. 5 millions, ça devrait déjà être considéré, même si mon film ne pouvait être vu que par des Noirs, ça devrait déjà être considéré comme une assez grosse niche pour s'y intéresser. Donc, même cette idée-là qu'un film est communautaire, etc., déjà, c'est très limité. Mais en plus, ce qui est particulier, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a appris à aimer le cinéma en voyant principalement des personnes blanches à l'écran, parce que moi, j'ai grandi en France, dans une famille blanche, etc. Donc, si moi, je suis capable de m'identifier à des héros, même d'ailleurs souvent des hommes blancs, plus que des femmes blanches,
pourquoi est-ce que l'inverse ne serait pas possible? Donc là, c'est vraiment un énorme travail de fond qui est à faire avec le groupe majoritaire quand on est dans des pays majoritairement blancs, je pense aux pays occidentaux, vu qu'on a une discussion dans la francophonie, effectivement, les choses sont encore différentes si on est au Maghreb. Mais dans les pays occidentaux blancs, majoritairement blancs, il y a tout un travail à faire d'éducation du groupe majoritaire sur effectivement la compréhension de ce qu'est l'universel et que le groupe majoritaire n'est pas l'universel, il est juste voilà, un particularisme hégémonique. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est effectivement qu'il y a quand même une tendance à ce que tu disais sur les festivals, c'est-à-dire qu'on va éventuellement créer des fonds pour que les auteurs racisés émergent, mais ensuite on va les envoyer pas vers les festivals de catégorie A, mais vers des festivals communautaires, etc. Et il y a ça, et il y a la stratégie qui consiste à créer des fonds parallèles qui sont moins bien dotés. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne veux pas l'argent d'image de la diversité, je veux le vrai argent qui est celui de l'avance sur recette. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie du cinéma français, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des fonds, mais quand on regarde la dotation, je crois que Image de la diversité, et de toute façon, en plus, c'est conditionné au fait d'avoir eu d'autres aides. Donc ça, c'est un des gros problèmes de barrière à l'entrée, comme disait Hicham, voilà, qui existe dans tous les pays. En France, avec le CNC, c'est qu'un certain nombre d'aides, il faut déjà avoir eu d'autres aides du CNC pour les obtenir. Mais même si elles sont autonomes, les critères et le fonds de dotation, ben voilà, c'est entre 200 000 et 300 000 euros ce qu'on peut avoir à l'avance sur recette, et c'est autour de 20 000 ce qu'on peut avoir à Image de la diversité. Alors bon, 20 000, c'est mieux que zéro, mais ce n'est pas exactement ce qui va permettre de pousser très très loin la production. Et donc je pense que là, l'enjeu, on le voit beaucoup, et d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, sur le site de 50-50, le collectif, il y a beaucoup de statistiques, alors là, sur le genre, sur la différence de parcours pour les femmes réalisatrices par rapport aux hommes. Et ce qu'on voit, c'est que dans un pays comme la France, où il y a beaucoup de femmes qui font des premiers films, les réalisatrices disparaissent au deuxième film, qui généralement coïncide en termes d'âge au moment où se fondent les familles. Donc en fait, quand les femmes font un premier enfant, les hommes font un deuxième film, si on veut caricaturer. Mais surtout, un des plus gros écarts qui existent en France, c'est l'écart des budgets de films entre le premier et le deuxième, et l'écart de la fréquence à laquelle les femmes font des films par rapport aux hommes. Et donc, tous ces détails, on va dire, économiques, sont aussi très importants pour comprendre les carrières des femmes. Alors, si en plus on est une femme racisée, etc., on va se retrouver avec des budgets inférieurs de 10 fois à ce que vont avoir des hommes blancs, et sur des fréquences où on va voir qu'effectivement, certaines femmes noires vont mettre 9 ans entre chaque film qui sort en sortie nationale. Donc ça aussi, ça pose, voilà, c'est des questions qui doivent être adressées, c'est-à-dire on va dire un volet plus qualitatif de l'égalité. C'est-à-dire qu'on travaille souvent un peu sur le côté quantitatif, on va essayer d'atteindre la parité, on va essayer d'avoir 20% d'auteurs racisés, mais en fait, si on a 20% de cinéastes racisés qui se retrouvent avec des budgets de films à 80 000 $ pour faire un film tous les 9 ans, c'est pas ça l'égalité non plus, quoi. En effet. Excusez-moi. Hicham, est-ce que tu nous as parlé un petit peu dans ton introduction du festival de Philadoc. Est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément des initiatives mises en place par ton festival, notamment Sentou? Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Sentou, ce n'est pas directement notre festival. Comme je t'ai dit, c'est plus les centres du cinéma, et en particulier celle qui était la directrice du CNC il y a 2 ans, Sheraz Ateri. Et sa réflexion, c'était, elle vient pas du tout du cinéma. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, quand quelqu'un qui ne vient pas du cinéma, mais qui a une tête bien faite, arrive à la tête d'un organisme, il réfléchit les questions en dehors de questions de copinage ou de ce qu'il sait déjà de l'industrie. Et donc, elle a une attitude, elle est ingénieure en informatique, elle a une attitude très rationnelle par rapport au paysage. Et au niveau de l'international, elle s'est rendue compte qu'elle signait des accords de coopération avec, en particulier, l'Italie avec la France, pour des fonds de coproduction entre la Tunisie, son pays, et des pays européens. Et voilà, on avait sympathisé parce que je lui avais parlé un petit peu des initiatives qu'on faisait, dont Produire au Sud. Et elle m'avait dit, mais comment ça se fait qu'un pays comme la Tunisie ne signe pas d'accord, n'a pas d'initiative de coopération avec ses homologues de pays africains
d'autres pays africains. Et c'est là où elle nous a demandé de réfléchir avec d'autres amis cinéastes, responsables voilà, de différentes manifestations, de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer. Et c'est là où on lui a dit, voilà, ce moment du développement du projet, parce qu'il y a la dimension écriture, mais il y a aussi toute cette dimension de connaître un petit peu l'environnement dans lequel se produisent les films. Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne postulent pas. C'est vrai quelquefois, il y a des barrières, mais par exemple, je vois dans le monde arabe, on a la chance d'avoir certains fonds où il n'y a quasiment aucune conditionnalité. Et comme Afaq, par exemple, au Liban, qui a permis vraiment à toute une génération de cinéastes du monde arabe qui n'avaient aucun contact, aucune aide, ou même quelquefois avec des très fortes censures dans leur propre pays, d'avoir au moins le minimum pour aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, ça veut dire, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas ces opportunités. Et il y en a de plus en plus. Donc, souvent, c'est aussi l'accès à l'information, la circulation de l'information et d'avoir quelqu'un qui, un petit peu, vous guide, vous accompagne. Donc, c'est vrai, dans cette idée de Sentu, c'était voilà, de créer voilà, un programme d'aide au développement de films assez classique, comme il en existe, avec des résidences d'écriture, mais avec, en tout cas, comme critère qui était, d'essayer que la majorité des financements soient africains et viennent des différents pays, de l'argent public qui viennent des différents pays africains, et aussi dans les accompagnateurs, les encadrants des résidences, ceux qui pensent le programme, l'accompagnement, là où se passent aussi ces manifestations, que ça se passe aussi sur le continent africain. Voilà, c'était un petit peu les deux idées philosophiques. Et ce qu'on s'est rendu compte en fait dans la première édition, donc il y avait 2 pays du Maghreb et 4 pays d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'en fait, ça a été l'occasion pour les responsables de ces directions de la cinématographie ou centre du cinéma des différents pays. En fait, c'était la première fois que souvent ils avaient l'occasion de discuter entre eux et eux-mêmes de partager leur expérience. Et il s'avère que, comme il faut effectivement qu'il y ait des systèmes d'aide qui existent dans les pays africains pour les cinéastes africains, c'est que très souvent, ils se tournent vers la France, regarder le modèle français ou, je ne sais pas, belge ou suisse ou… je parle là pour les pays francophones, et forcément, c'est totalement décalé par rapport à la réalité financière, l'industrie, plein de choses. Donc là, par exemple, je me souviens de discussions du directeur du centre du cinéma malien qui voulait monter un fonds dans son pays, qui pouvait discuter avec son homologue sénégalais de l'expérience du FOPICA au Sénégal, pour voir comment, parce que c'est vrai que les problématiques, quel argent peut mobiliser, la relation avec les politiques, convaincre les élus de l'intérêt de soutenir le cinéma, que ça peut être quelque chose qui va apporter au pays, à l'image du pays, à la visibilité du pays. Bon, ben, il n'y a rien de mieux qu'un autre professionnel qui a les mêmes problèmes avec son ministre, avec ses députés, avec son gouvernement, pour lui expliquer, voilà comment j'ai essayé de présenter les choses, comment on est arrivé, avec évidemment toutes les difficultés que ça peut porter. Donc, c'est vrai que Sentu, ils ont pu, au-delà de ce programme voilà, dont on a pu faire la première édition, et là, on bataille justement pour cette deuxième, parce qu'évidemment, la mobilité au sein du continent africain, voilà, beaucoup de problèmes, plus les élections dans beaucoup de pays en ce moment aussi qui rend la situation politique compliquée dans beaucoup de pays. En tout cas, voilà, c'était une manière de discuter, et pour nous, en tant que professionnels, d'être des espèces un pont entre ces cinéastes-là, ces cinéastes de nos pays qui souvent n'ont pas accès à ces politiques, à ces responsables qui sont censés les soutenir, qui sont censés monter des fonds ou soutenir des écoles, ou voilà, pour leurs films, qui ne connaissent pas la réalité vraiment des auteurs, des professionnels. Donc voilà, on a essayé, souvent je dis c'est un cadre qu'on a créé, et j'espère que au-delà de cette résidence, de ce fonds d'aide, avec voilà, la difficulté à le faire vivre, à le mettre en veille, surtout c'est que ça a créé un canal de communication et d'échange entre ces professionnels, entre ces responsables de ces fonds, de ces directions du cinéma, pour essayer de partager leur expérience, de réfléchir, parce qu'on ne peut pas monter de fonds souvent on se plaint pourquoi il n'y a pas de soutien, de coproduction entre les pays du Sud, africains, etc. Ou cette question de il n'y a pas de professionnel africain, il n'y a pas un ingénieur du son, il n'y a pas un chef-op, il n'y a pas un monteur, il n'y a pas tout ça.
en fait, très souvent, c'est que la communication ne circule pas. Et moi, je me souviens d'une réflexion qu'on s'était fait avec beaucoup de jeunes quand je faisais des courts-métrages, des documentaires. C'est que très souvent, par exemple, du cinéaste du monde arabe ou africain, où est-ce qu'on se rencontrait? C'était dans les festivals de films africains ou de films arabes en Europe. On se disait, waouh, on n'a quasiment pas d'occasion de se rencontrer chez nous, quoi. Très souvent, on se rencontrait, mais par contre, de ces rencontres-là sont nées beaucoup d'initiatives, de collectifs, d'idées. Et je pense que voilà, en tout cas, tout ça, ça avance cette idée qu'on puisse avoir le pied dans deux pays, dans deux cultures, qu'on puisse essayer d'aider à ce que se développe voilà, une industrie, des écoles de cinéma sur le continent africain, de pouvoir bénéficier des opportunités qui existent. Et souvent, je vois la plupart, je suppose que ça doit être le cas d'Amandine aussi, comme on connaît la réalité, quand on connaît la réalité des deux pays, des deux territoires, des deux continents, d'essayer un peu quelquefois de traduire. Moi, je vois vis-à-vis de jeunes cinéastes qu'on accompagne, ils ont une vision totalement idyllique de la coproduction, de ce que c'est un producteur en France, au Québec, en Suisse, etc., qui a des contraintes, des règles du jeu extrêmement complexe par rapport à… C'est vrai que nous, on a très peu de règles du jeu parce qu'on a très peu d'argent, très peu de fonds, mais les interlocuteurs vers lesquels vous pouvez aller pour vous aider, pour développer, pour concrétiser vos projets, ils ont eux aussi des contraintes, ils sont dans un système, un délire que vous devez comprendre quand vous leur faites une proposition, quand vous allez vers eux, vous devez trouver un terrain d'entente, de compréhension entre vous. Et voilà, et donc, ce qu'on essaie de faire, en tout cas à Agadir, au Philadoc ou à travers Sentu, c'est voilà, d'essayer de faire comprendre la réalité du jeu pour ces jeunes cinéastes africains et pour les fonds européens. Par exemple, c'est vrai que je travaille, moi, dans le documentaire avec les gros festivals européens qui ont un fonds comme ITFA ou Hot Docs au Canada. On a monté aussi un partenariat avec les RIDM qu'on va pouvoir commencer l'année prochaine, de pouvoir aussi leur faire comprendre la réalité du terrain dans nos pays. C'est-à-dire que même s'ils ont fait une école de cinéma, même s'ils ont fait une formation, ils sont à 10 000 kilomètres de la réalité de ce que c'est un synopsis, de ce que c'est une note d'intention, de ce qu'a besoin ces partenaires potentiels. Donc, voilà, nous, ce qu'on essaie de faire là où on est, en tout cas, c'est d'essayer d'être ce pont, d'être un peu de préparer des deux côtés à mieux comprendre la réalité de l'autre, de telle manière que la création puisse se faire dans une confiance, que les gens trouvent un terrain, puissent commencer à discuter et puis éventuellement à travailler, à monter un film en connaissant un peu mieux quelle est la réalité concrète de l'autre, réellement le terrain, l'environnement dans lequel il est pour que ce projet puisse se faire vraiment ensemble. C'est intéressant, puis j'ai l'impression que des initiatives comme ça sont essentielles aussi chez nous, par exemple. Parce que on voit qu'il y a beaucoup de jeunes dans certains quartiers ou de certains milieux qui n'ont pas accès à ces connaissances-là, puis ils ne savent pas vers qui se tourner ou vers où aller, et que ce genre d'initiative peut aider à créer des ponts justement avec l'industrie plus largement. J'aimerais savoir comment vous envisagez l'avenir comme créateur par rapport à votre pratique. Vous avez des beaux projets, là, Myriam. Je sais que tu as ton long-métrage documentaire, mais il y a un long-métrage fiction aussi sur lequel tu travailles. Amandine, tu as mentionné que tu serais peut-être intéressée à basculer vers la fiction. Tu viens de terminer un documentaire. Comment vous envisagez l'avenir? Je peux commencer. Moi, je suis quelqu'un qui est optimiste, donc je vois toujours le bon côté des choses parce que je me dis que j'ai pas le choix parce que si je m'arrête à tous les problèmes qui sont liés à l'industrie ou même juste au monde entier, ça serait un peu paralysant. Donc, je suis déterminée à aider les plus jeunes, les jeunes femmes noires surtout. Moi, je relis beaucoup de dossiers pour les demandes de subventions parce
que pour aider les jeunes à présenter des meilleurs dossiers, en fait, parce qu'il y a une façon d'écrire aussi pour les institutions. C'est pas juste mon idée, là, c'est vraiment une façon très formatée d'écrire quand on veut faire une demande de subvention. Donc, quand on est jeune, on ne sait pas nécessairement que c'est la chose à faire. Donc, je dirais que je suis optimiste pour le futur. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Moi, je suis partagée en deux choses. Je pense comme Myriam que quand on appartient à des groupes qui ne sont pas forcément les plus aidés et les plus populaires sur la planète hors période de pandémie même, on est obligé d'avoir une forme d'optimisme forcené, sinon on ne fait rien et on est paralysé par la peur, l'angoisse, etc. Donc, ça aide à avancer. Donc, moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, aussi parce qu'on a la chance vraiment d'être dans un moment technologique qui nous permet d'avancer. Moi, finalement, l'année du Covid, bon, il se trouve qu'on avait déjà tourné. Nous, on a réussi à monter en confinement à distance. Ça a été un peu épique. La fin du montage, on a travaillé avec une autre monteuse parce qu'après un an de tunnel sur notre film d'archives, on avait besoin d'avoir le regard de quelqu'un d'autre. Donc, bon, les échanges de disques durs avec les attestations pour avoir le droit de sortir de la maison, bon, c'était pas facile, mais ça s'est fait. Donc, on a pu terminer le film. Et puis après, le confinement a été terminé et c'était le moment de la post-prod. Donc, ça s'est tout bien calé, tout le monde avec ses masques. Et là, je veux dire, typiquement, ne serait-ce que l'événement d'aujourd'hui, il y a eu une espèce de période de latence entre mars et fin août, je dirais, où tout le monde était un peu, je pense, sous le choc. On s'est demandé comment on allait se réorganiser, etc. Voilà, moi, je pense que par exemple, sur le mois octobre-novembre, je donne presque 5 conférences par mois par Zoom. Je participe à des panels et des trucs justement qui nous permettent de faire des événements transatlantiques. Donc, je trouve que c'est un moment intéressant aussi où il se joue des choses. Une des raisons pour lesquelles j'étais au Maroc, c'était pas seulement parce que c'était les vacances, c'est aussi parce qu'en fait, je prépare un projet qui est un film d'archives, mais là, du coup, sur mon histoire. Et donc, en fait, j'allais constituer des archives. J'allais tourner avec mon téléphone. Parce que là, par exemple, sans vouloir donner de marque, mais un téléphone qui est récemment sorti et qui fait des très bonnes vidéos, ça permet de tourner même en 4K, etc. Ça permet de travailler, même si on ne peut pas avoir une grâce à la publicité que tu vas vendre à cette marque de téléphone, tu vas pouvoir financer ton film. Oui, faut qu'il me contacte d'abord. Si on fait un contrat, je veux bien, je veux bien faire du placement de produits. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un côté où, par contre, du point de vue créatif, je dirais que du point de vue business, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que comme il y a la boîte de prod d'un côté et le côté création, moi, je trouve que c'est très intéressant la période de pandémie, même par exemple pour le calme. Le fait d'avoir moins d'événements auxquels aller, moins de déplacements. Par exemple, pour moi, les conférences Zoom, c'est super parce que je peux écrire le reste de la journée et ça me mobilise vraiment qu'une heure. Alors que c'est vrai que j'ai tendance à faire mon argent, en tout cas jusqu'à une histoire à soi. Je pense que là, maintenant, ça va changer une fois que le film sera sorti en salle. Mais moi, mon moyen de gagner ma vie, c'est conférencier, en fait. Et donc, du coup, il y avait vraiment cette tension en 2018-2019 pour moi qui était que ce qui me fait manger m'empêche de créer. Et donc, du coup, là, ce qui est intéressant avec la pandémie, c'est que comme il y a beaucoup de choses en ligne, etc., j'ai plus de temps pour créer. Donc, voilà, ça, par exemple, c'est quelque chose d'assez intéressant qui est sorti. Par contre, se pose la question à un moment donné, quand même, il va falloir recommencer à tourner dehors. On va être sur des projets plus ambitieux où il y aura des équipes. Et là, effectivement, ça pose plus des questions, ou même la sortie en salle. Là, c'est sûr qu'une histoire à soi qui doit sortir au premier trimestre 2021, on devait déjà sortir en novembre, en fait. Donc, on a tout décalé de 6 mois. Et puis là, on sortira au premier trimestre 2021, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'est difficile de voir la situation qui évolue constamment. Les salles de cinéma, il y en a qui ne seront plus là au premier trimestre 2021 dans les salles à réessai qui ont pris un trop gros coup. Donc voilà, en termes de décision, les questions se posent et est-ce qu'on arrive à avoir accès aux plateformes, etc. Donc voilà, c'est un peu mixte, mais de mon côté, je dois avouer que j'ai plutôt bien vécu 2020 et je trouve parce qu'effectivement, ça m'a donné beaucoup de temps pour écrire et pour être un peu dans mon coin et chose qui est un peu difficile, je pense, aussi par rapport à ce que disait Myriam sur la question du mentorat. Moi aussi, je suis très engagée. J'essaie d'intervenir dans les collèges-lycées. Un de mes chantiers dans le collectif 50-50, c'était d'essayer de mettre en place des systèmes pour que justement les élèves puissent faire leur stage de troisième
dans les boîtes de prod en France, etc., pour qu'ils aient conscience très tôt qu'ils peuvent prendre ces chemins-là. J'ai des mails types parce que j'ai plein de jeunes, comme Myriam, qui m'écrivent en me disant « Mais alors, comment on fait ?» Donc, je leur dis « Alors, là, il y a telle bourse qui existe, les écoles de cinéma, c'est ça, et puis là, tu peux faire comme ça, etc. » Donc, mais je trouve qu'il y aurait un besoin, encore une fois, de prise en charge institutionnelle. C'est super que des personnes comme Myriam et moi, on prenne de notre temps pour aider les jeunes noirs ou autres qui nous écrivent pour faire des films, mais ce n'est pas ça qui va changer la société. Ce qui change la société, c'est le jour où, là, il y a une institution pas très loin de là où j'habite, qui s'appelle, en tout cas, c'est Pôle audiovisuel Grand Paris, etc., qui regroupe 55 entreprises audiovisuelles de la région parisienne. Si toutes ces entreprises signaient une charte où ils s'engagent à prendre en stage de troisième, où ils s'engagent à mettre en place des systèmes de formation pour aller chercher des jeunes issus de milieux populaires, etc., là, on peut avoir un vrai changement. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'un argument de mauvaise foi, il y a un souci dans la pipeline. Là, pour mon film, par exemple, j'ai réussi à avoir une équipe mixte sur les chefs de poste, parce que c'est quand je parlais justement toujours d'avoir une vision qualitative, je voulais qu'on ait une équipe paritaire, 50-50 au moins, sur les chefs de poste techniques. Donc, j'ai réussi, mais pour les personnes racisées, sur une histoire à soi, on est vraiment pas, le compte n'est pas là, quoi. Donc, heureusement, bon, voilà, la réalisatrice est une femme noire, mais par contre, sur les postes techniques, etc., c'est compliqué. Alors, on a de la mixité parce que les deux musiciens sont des hommes noirs, les comptables, c'est une femme noire et une femme asiatique, mais bon, c'est pas assez, quoi. Il y a un souci sur les postes techniques. Donc ça, voilà, je dirais que là où je suis moins optimiste, peut-être, c'est sur la capacité et la volonté des institutions à changer. Et c'est quand même elles qui ont les moyens financiers et logistiques d'aller chercher le plus grand nombre. Je pense qu'il y a aussi la question des diffuseurs, que ce soit la télé ou les distributeurs, les salles de cinéma. Il y a vraiment un blocage là-bas. Puis souvent, ce sont eux qui nous permettent, qui déclenchent les financements publics pour nos œuvres. En tout cas, en documentaire, la télé au Québec, au Canada, prend un rôle tellement important que le financement pour le documentaire a quasiment disparu parce que les chaînes paient de moins en moins, il y a de moins en moins de fonds. Oui, il y a des initiatives pour la relève, puis les minorités racisées, tout ça, mais il n'y a tellement pas de place qui est donnée au documentaire, il n'y a tellement pas de vision. Et le système esclérosé, on nous fait passer... Moi, quand j'ai commencé à faire du documentaire, on avait des budgets d'environ 230 000 $ pour une heure télé. On se retrouve 20 ans plus tard avec le même devis pour un documentaire moyen. Et c'est même en deçà de ça, c'est entre 150 et 200 000. C'est quand même triste et terrible. Et tu parles de quoi? Tu parles de l'apport de la télévision ou du budget complet du film? Du budget complet du film. Les fonds ont vraiment disparu en documentaire. Du côté francophone, c'est effarant. Puis ceux qui ont des finances... Donc, c'est de plus en plus difficile de faire du documentaire. Donc, imagine quand tu es jeune, noir, peu d'expérience, c'est vraiment pas facile. Avec tous les préjugés qui existent dans la télé vis-à-vis de cette jeunesse-là. Tu peux voler, tu peux faire un trafic de drogue, tu peux faire plein de choses. Je suis pas très optimiste. Surtout si tu es jeune et noir, quoi. Ouais. On va passer aux questions liées à la démarche artistique parce qu'il nous reste environ 15 minutes, ou peut-être un peu moins. Myriam, tu développes une pratique qui est ancrée dans un rapport poétique au monde. Est-ce que tu peux nous parler de tes sources d'inspiration littéraires ou autres? Expliquer comment ta démarche incorpore des considérations identitaires et politiques. Je vais essayer de résumer ça rapidement. Donc, je pense que ma première influence, c'est celle de mon père, en fait, qui, quand on était... mon père, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup lire, mais que quand on était plus petit puis qu'on lui demandait de nous raconter des histoires, il ne prenait jamais un livre, en fait. Des fois, on lui suppliait de « lis-nous un livre », mais lui, de mémoire, il nous racontait des histoires qui ne faisaient pas nécessairement de sens, en fait. La structure n'était pas... début, milieu, fin. Donc, il y avait... Des fois, les personnages étaient sur un bateau, puis tout d'un coup, ils étaient sur une montagne. Donc, il n'y avait pas de lien. Ils ne faisaient pas nécessairement le lien entre les scènes ou les événements qui arrivaient aux gens dans ces histoires. Puis, je pense que moi, j'ai intégré ça dans la manière
dont je raconte des histoires. Donc, je raconte des histoires qui sont pas linéaires, qui font un sens pour moi quand je les raconte, mais qui, quand les gens les reçoivent, c'est pas nécessairement la même chose. Sinon, pour les influences littéraires, je pourrais dire Édouard Glissant, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Un auteur de Sainte-Lucie, Derek Walcott, qui est un poète et dramaturge. Je pourrais en nommer tellement. Je pourrais nommer Maya Angelou, je pourrais nommer beaucoup d'auteurs. Pour ce qui est de la poésie en tant que telle, je pense pas que c'est réfléchi. Quand je commence un projet, je me dis pas je vais intégrer de la poésie, ça vient instinctivement. La façon dont je travaille, d'habitude, c'est que j'enregistre les sons, les voix, la musique, je monte le tout, puis ensuite, je monte les images. Donc, moi, je me repère plus facilement avec le son. Je me dis que si on comprend une histoire juste avec le son, on a plus ou moins besoin des images. Donc, pour moi, tout le travail visuel, ça vient vraiment après. C'est peut-être de ça que naît la poésie, mais je ne pourrais pas dire que volontairement, je veux incorporer de la poésie. Puis, pour ce qui est de la question identitaire, mes histoires, on dirait que je ne peux pas échapper d'une certaine façon à Haïti. Mes parents sont nés en Haïti. Ils ont immigré au Canada dans les années 70. Puis, moi, c'est un pays que j'ai toujours idéalisé. Malgré la dictature, malgré tout ce qui est arrivé en Haïti, la corruption, la pauvreté. C'est un pays que j'idéalise beaucoup, consciemment. Des fois, je bloque pas mal de choses. Puis, je pense que j'ai une responsabilité en tant que descendante haïtienne de raconter cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je l'incorpore à tous mes projets. Intéressant. Amandine, tu es universitaire, auteur, cinéaste, et comme plusieurs artistes militants, ta pratique se nourrit de réflexions sociologiques et théoriques. Comment est-ce que tu conçois ta pratique cinématographique au sein de cet éventail de pratiques diverses? Pourquoi avoir choisi le documentaire comme mode d'expression? Et dernièrement, quel est l'apport du documentaire sur ta réflexion et ta vision du monde? Alors, ce que je dirais, c'est que pour moi, le documentaire, c'est comme une façon de faire une synthèse sur des questions sur lesquelles je travaille pendant un certain nombre d'années. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler sur les questions coloniales, donc l'histoire coloniale française, etc., quand j'étais à Sciences Po, et mon mémoire de fin d'études, c'était les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française. Donc, c'est en 2006. Et c'était en lien avec, d'ailleurs, c'est l'anniversaire aujourd'hui, hein, ça fait 15 ans que Ziyad et Bouna, qui étaient donc deux adolescents de la banlieue parisienne, qui sont morts en essayant de fuir la police. Et donc, ça s'était passé en 2005. Et en fait, suite à ça, il y avait eu donc d'énormes émeutes. Et la même année, un ministre avait proposé en France d'inscrire le rôle positif de la colonisation dans les manuels scolaires. Et donc, ça brassait beaucoup à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais décidé de faire mon mémoire sur cette question. Et en particulier, je devais faire une étude de cas. Et donc, j'avais fait une étude de cas sur l'évolution de la représentation des Noirs dans la pub et le cinéma depuis le XVIIIe siècle. Et donc, ça a été le premier moment aussi où j'ai beaucoup plongé dans les images, dans la représentation des Noirs, et donc images fixes et images animées. Et donc, soit propagande coloniale, mais aussi des films anticoloniaux, etc. Enfin, et puis de la fiction, par exemple. Voilà, il y avait plein de films que je n'avais pas vus avec Joséphine Baker, qui, du coup, voilà, est déguisée et joue vraiment une espèce de sauvage africaine. Enfin, bon, c'était très... Voilà, ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Et puis, suite à ça, je me suis engagée dans des mouvements féministes, puis afroféministes ensuite, etc. Et donc, je dirais que sur un travail commencé en 2006, finalement, j'ai commencé à écrire Ouvrir la voie en 2014. Et c'était un peu le moment où j'avais comme digéré toutes ces questions-là et où j'étais capable d'en donner à voir quelque chose de plus sensible. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, et là-dessus, moi, j'ai pas vraiment dans ma tête de grosses partitions entre le documentaire et la fiction, si ce n'est que d'un côté, on travaille sur la fiction et de l'autre, on travaille sur le réel. Dans les deux cas, on raconte des histoires, ce qu'a très bien dit Myriam. Et donc,
pour moi, c'est l'endroit où finalement, et peut-être parce que j'ai été très fatiguée à un moment donné des milieux militants, c'est l'endroit où on va parler à l'inconscient et aux émotions des personnes à qui on s'adresse. Et donc, où il ne s'agit pas de convaincre, mais où il s'agit de proposer une vision du monde, et la personne qui est en face la prend ou la prend pas. Et où là, du coup, on peut faire rentrer justement plus de douceur, plus de poésie, plus de part à l'interprétation aussi. Et donc Ouvrir la voie, c'était la première fois où il y avait une synthèse, mais c'était peut-être plus politique encore dans la forme et dans le propos, mais parce que c'était pas le même moment, ni personnellement. C'est-à-dire qu'Ouvrir la voie, c'est le film avec lequel moi je veux rentrer dans l'industrie du cinéma, je veux qu'on entende les femmes noires, et donc un peu comme ce que j'explique souvent quand les gens me disent « Ah, mais tu t'es vachement adoucie, etc. » Je dis « Mais moi, si j'ai pas besoin de crier, je crie pas en fait. Mais si on m'écoute pas, je crie. » Et donc en 2014, pour être entendu, il fallait crier, quoi. Et donc je dirais qu'Ouvrir la voie a ce côté peut-être plus frontal, parce que c'est ce que demande, c'est la forme aussi qui était demandée par le contexte. Même si moi, j'y vois aussi beaucoup de douceur. Et donc, on a fait plein de choix qui viennent du fait que, voilà, quand j'étais comédienne, on me disait « Non, mais on ne peut pas faire travailler les Noirs parce que vous prenez mal la lumière. » Donc, Ouvrir la voie, c'est un film en lumière naturelle. Il se trouve qu'on n'a pas demandé aux filles de venir pas maquillées, mais la plupart sont venues pas maquillées. Et donc, on voit des femmes noires qui sont belles et mises en valeur, pas dans une démarche, on va dire, commerciale, publicitaire, mais dans une démarche de bien sûr comprendre la lumière. Bien sûr que si les chefs-op, les personnes qui travaillent à la lumière ont fait l'effort d'apprendre à éclairer des peaux qui ne sont pas beiges, et ben en fait, ça peut très bien se passer. Donc du coup, il y avait aussi tout un nombre de choix esthétiques qui ont été motivés par ce genre de commentaires. Et puis des choses que moi j'avais envie de voir, c'est-à-dire, je me rendais bien compte qu'on n'avait pas accès aux institutions, mais moi je voyais plein de femmes noires qui créaient de façon qui n'était pas stéréotypale. Et donc, c'est pour ça que dans le film, on a Ornella qui fait du burlesque, on a Marie-Julie sur une création de pièces contemporaines du texte de Virginie Despentes. Je voulais montrer ça aussi, que nous, on ne se limitait pas, en fait, que si la société ne nous permettait pas ces formes d'expression, nous, on ne se limitait pas du tout dans nos formes de création. Et une histoire à soi, parce qu'il y a plus de moyens aussi, hein, parce que Ouvrir la voie, c'est aussi un projet de comment apprendre à composer esthétiquement à partir du manque de moyens. Alors, ça donne des choses intéressantes, hein, mais c'est vrai que, par exemple, moi, ma première idée pour Ouvrir la voie, c'était qu'il y aurait des explosions musicales, etc. Bon, après, il n'y a pas d'argent pour mettre de la musique. Donc, du coup, comment est-ce qu'on crée un rythme avec le montage, etc. Ça, c'est le travail qu'on a fait avec Enrico Bartucci, de se dire, bon, bah, voilà, comment est-ce qu'on arrive à créer du rythme sans musique, alors qu'en plus c'est un film où il n'y a que des gens qui parlent pendant 2 heures, enfin ouais. Donc là, il y avait cette chose-là. Une histoire à soi, bon bah là on est accompagné d'un vrai producteur, il y a plus de moyens, donc on peut se faire plus plaisir, mais sachant aussi que la forme est réfléchie d'emblée dans cette idée de Ouvrir la voie, ça s'appelle Ouvrir la voie parce qu'il s'agit pour les femmes noires de se réapproprier la narration, et donc on a une forme qui est le film d'entretien, de tête parlante, qui va dans tout ce projet politique de se réapproprier la narration. Une histoire à soi, la perspective du film, c'est donner la parole aux personnes adoptées, mais c'est surtout comment est-ce qu'on arrive à se recréer une identité, comment est-ce qu'on arrive à créer ses propres images quand on vient d'une histoire de la perte, entre guillemets, et de l'absence d'accès aux informations, puisque quand on est adopté, moi je suis née sous X, dans le film c'est des personnes adoptées internationales, mais ce qui nous manque beaucoup, ce sont les archives. Et du coup, on choisit la forme du film d'archives pour raconter l'histoire des personnes adoptées, parce qu'encore une fois, c'est la forme qui fait le plus écho à ce dont il est question dans le film, les traces du passé, avoir accès à son histoire, à ses origines, etc. etc. Mais c'est sûr qu'un film d'archives, c'est pas le même budget. Donc là, c'est parce qu'on est produit qu'on peut se permettre d'aller chercher, puisqu'il s'agit de mixer les archives de nos personnages. Donc, on a tout ce qui est leur Super 8, leur VHS, les photos de famille, les dessins d'enfants, etc. Et du discours, on va dire, plus grand public sur l'adoption, qui là vient plutôt des JT, des journaux télévisés, de la télévision. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut payer. Donc voilà, en fonction du budget aussi et du travail qui est en cours, on peut s'autoriser des choses. Et donc, sur Une histoire à soi, on a aussi demandé à 2 musiciens, donc Arnaud Dolmen, qui est un batteur, percussionniste, compositeur guadeloupéen, et Otto Ramón, qui est le leader de IFE, donc un groupe portoricain, mais Moon est un adopté afro-américain à la base.
Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à synthétiser une réflexion et un parcours personnel. Et comme Myriam, nous, on commence par l'audio aussi. On fait d'abord le montage des voix et après, on travaille sur les images. Merci beaucoup. On arrive à la fin. On va conclure bientôt. Donc, j'aimerais bien un dernier mot de chacun. Hicham, comme je n'ai pas pu te poser la question que j'aurais voulu te poser, tu peux commencer. Je vais plutôt réagir à ce que j'ai entendu par rapport au processus de création. Moi-même, je suis aussi cinéaste, et en tout cas, moi, je réfléchis mon travail de programmateur et aussi d'accompagnateur aussi en tant que cinéaste. Moi, c'est vraiment ce qui me frappe dans ce travail quand on projette des films ou quand on accompagne des jeunes, c'est que très souvent, les jeunes se disent, souvent la première réaction du public ou de ces jeunes créateurs, c'est de dire « Ah bon, on a le droit de faire ça ?» Et je dis « Bah ouais, on a le droit de faire… voilà, le cinéma, c'est une liberté… incroyable. » Et souvent, ce qui est très fort, c'est de leur montrer les films faits par les pionniers, faits par des gens il y a 30 ans, 40, 50 ans, justement venant de leur pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent, tu parlais des archives, Amandine, beaucoup de gens qui essayent d'exhumer tous ces films qui ont été faits il y a 40 ans, 50 ans par les pionniers du cinéma africain dans les différents pays. Et pour montrer aux jeunes que des gens qui avaient 20 ans, qui avaient 25 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, eux se sont donné une liberté incroyable de faire des films incroyables. Et souvent, ça leur on réussit à débloquer quelquefois certaines choses quand ils ont cette espèce pas de modèle ni d'exemple, mais de dire « Ah ouais, quelqu'un a été capable… » alors que enregistrer le son en même temps que l'image, tu ne pouvais pas le faire. Un montage, c'était une galère incroyable, tout un certain nombre de choses. Et pourtant, ils ont été capables de faire des créations incroyables. Donc, c'est vrai que dans tout ce processus que nous, on fait, de montrer des films et d'accompagner des jeunes, je pense que c'est aussi vraiment important de les connecter à ce passé, à cette histoire, aux gens qui ont vécu ces mêmes problèmes, ces mêmes questions, ces mêmes doutes, ces mêmes recherches à leur âge, il y a très longtemps, et sur leur territoire. Parce que, c'est bien sûr, il faut voir les films de Dziga Vertov, voir les films de Flaherty ou de Wiseman, mais c'est aussi important qu'ils voient que des créateurs africains, sud-américains, asiatiques aussi ont fait des œuvres incroyables, et ça peut vraiment les inspirer. Ce qu'il faut, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être des passeurs et d'inspirer chacun par nos créations, par les films qu'on montre, par l'accompagnement qu'on peut apporter pour que la flamme continue à être portée. Merci, Hicham. Très brièvement, Myriam et Amandine, parce qu'il nous reste très, très peu de temps. Un petit mot de la fin. Je veux juste remercier tout le monde. Ça a été très, très intéressant. Puis, pour les créateurs, je prône la persévérance. Ça a ses limites, mais puis pour les institutions, il faut les forcer à des actions concrètes. Les comités de consultation, ça fait 10 ans là, que je fais des comités de consultation. Là, il faut des actions concrètes. Donc, voilà. Merci, Myriam. Amandine? Oui, moi, je suis sur la même lancée. J'espère qu'il y a des cinéastes en herbe qui nous regardent. Et même si on a soulevé plein de problèmes, il faut y aller. Hein. plus on sera nombreuses et nombreux à pousser, et plus vite ça va changer. Donc rejoignez-nous dans ce monde merveilleux de l'industrie du cinéma où c'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même très intéressant. Et puis je suis tout à fait d'accord aussi là. Il y a un mouvement qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux. Il y a eu un hashtag qui était Publishing Paid Me où des auteurs, en particulier racisés, et des femmes ont dit combien elles avaient touché pour leur contrat pour qu'on sache un peu ce qui se passe. Et puis il y a Pull Up or Shut Up qui est aussi un hashtag qui veut dire en gros maintenant c'est le moment de sortir l'argent. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées, de réflexions, etc. Et là, il faut agir concrètement. Donc, tout comme Myriam. Et merci de nous avoir invités. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup à vous tous, Amandine, Myriam, Hicham. Merci au RIDM et au Consulat général de France à Québec, en espérant vous retrouver physiquement sous peu. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.